La sécurité, c'est pas une question d'année. Hein. On est obligé de prendre soin aux pilotes et à tous les gens qui tournent autour de cette course. On a 50% des voitures qu'il faut qu'ils repassent. Pour des détails, hein, des problèmes de coupe batterie qui ne fonctionnent pas, des problèmes de lumière, des problèmes de protection de phare. Enfin, on ne peut pas les autoriser à partir sans qu'on ne soit pas assuré que la voiture est conforme à 100%. Parfait. Parfait, c'est bon, monsieur. Excuse me. C'est bien qu'ils soient durs avec nous parce que ça prouve que les autres se sont préparés aussi dur que nous l'avons fait. Ce sont d'excellents vérificateurs. C'est un plaisir d'intervenir sur des voitures aussi rares, aussi exceptionnelles. Et puis apparemment les pilotes sont des amoureux aussi de leurs autos, tout va bien. Une fois cette étape franchie, les concurrents ont à passer par les vérifications administratives. L'occasion pour nous de croiser quelques visages connus. Mais ici, le spectacle est partout. Il suffit de flâner et on trouve quasiment à chaque mètre de nouvelles occasions de s'extasier. Dans l'enceinte du plateau 3, ce qui attire notre attention, c'est un trio de jeunes filles autour d'une Bugatti. L'une d'entre elles en particulier n'est pas une inconnue. Anne Nicolosi porte le nom du créateur de Rétromobile. Il s'agit bien de sa fille. Au volant d'un type 37 à compresseur, les trois pilotes vont affronter, dans leur catégorie, leur père, beau-père et conjoint. Un sacré challenge. Il nous manquait un reniflard et on a fait du bricolage, là je pense que c'est bon. Ça c'est du bricolage. L'autocollant, l'autocollant, l'autocollant. Attention. Ah, puis non, après. Ouais. On roule en rallye, on roule toutes les trois, oui, toutes les trois, souvent avec des voitures différentes. Et puis surtout, on va avec la voiture au rallye, alors on traverse la France. Et, dans l'endurance, on donne pas mal, parce que quand on part faire des rallyes, on fait des tours de Sicile ou des balades en Toscane. On fait 2000 km avec les autos en 8 jours. Pour l'endurance, on a l'habitude. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on le fasse. C'était, voilà, on en a parlé et on ne pensait pas qu'en fait ça se concrétiserait. Et finalement, ça s'est concrétisé. C'est carrément super, quoi. De qui? C'est le mien, c'est mon papa. C'est celui qui nous prête l'automobile. Alors c'est un peu notre papa. Comme ça, pas mon papa. Qui la répare après la casse. Hein. Non, non, tu la répareras pas. Ça vous fait pas peur de prêter votre voiture à des filles? Non. Pourquoi les filles? Il marche bien votre voiture. Histoire d'être complet, il faut bien sûr intégrer la ville du Mans dans ces épisodes d'avant-course. Le pesage avait lieu au Jacobin, comme la grande course des 24 heures l'a toujours fait depuis sa création. Enfin, le dîner de gala se tenait à l'abbaye de l'Épau. Organisé avec Aston Martin, cette soirée fut l'occasion d'un défilé de mode, de quelques discours de bienvenue et comme toujours, de rencontres surprenantes. J'adore participer à ce type de compétition vintage. Pour moi, c'est l'occasion de piloter des voitures de course extraordinaires et sans aucune pression.
troisième édition du Mans Classique et grosso modo on reprend la recette des années précédentes, mais on élargit un peu le nombre de voitures. On va aller jusqu'à 1979, ce qui va nous permettre de voir des BBLM, des BMW M1, des Ferrari BBLM, etc. On va avoir 5500 voitures exposées en club, et ça je crois que c'est un grand record. C'est une grand-messe pour les amoureux des 24 heures du Mans, ça n'est pas uniquement une course, et je pense que les passionnés, mais aussi un public moins averti, peut se faire vraiment plaisir sur un week-end comme celui-là. Ça va être une épreuve magnifique, on voit qu'il y a de plus en plus de monde, qu'il y a de plus en plus de belles voitures. Il y a un état d'esprit très décontracté et en même temps assez sportif. Donc je crois que c'est vraiment une course qui va donner au circuit du Mans, qui vient appuyer au fond toute la légende du Mans et qui est très très importante pour nous. Toujours avec la même voiture, la 443 de Paillet-Jabouille, qui avait été en tête aux 24 heures du Mans 1978 jusqu'à 7-8 heures du matin par là. On a voulu courir avec la même voiture et maintenant il y a des chicanes. Alors on a les rapports de boîte qui ne sont pas adaptés, on tire un petit peu trop long sur tous les rapports, mais Renault tenait à ce que la voiture soit exactement la même qu'en 1978. C'est une voiture que j'ai conduite avec Jean-Pierre Beltoise en 76 je crois. C'était la première voiture de Jean Rondeau. C'était une GTP, donc c'était pas la catégorie supérieure à l'époque. Et j'ai beaucoup de plaisir à la retrouver. Je suis venu ici il y a 2 ans et c'est un événement absolument fantastique. Faute de participer aux vrais 24 heures, les classiques valent la peine parce que vous pouvez revivre ce que les gens ressentaient autrefois, spécialement dans une GT40. J'ai pas eu la chance de rouler cette année aux 24 heures et donc je suis vraiment très contente d'être au Le Mans Classique dans cette là et je vais pouvoir me rendre compte de ce que c'était de piloter à l'époque sur ce circuit mythique. Voilà donc une partie du casting dévoilé, mais les stars ici, ce sont surtout les voitures. Cette Dodge Charger de 1974 par exemple, qui fait elle aussi partie de la légende du Mans. C'est une voiture qui est très déconcertante à conduire. Ça n'a rien à voir avec aucune voiture sportive ou même de course que j'ai pu conduire jusque-là. C'est-à-dire, elle commence à aller bien au-delà de 160 à l'heure. C'est vraiment une voiture de super speedway. Et en plus, elle a une caractéristique qui fait, au niveau de son châssis, qu'elle adore tourner à gauche. Elle aime bien aller tout droit, mais tourner à droite, c'est vraiment du travail. Et au niveau de la motorisation, c'est très puissant. C'est vraiment un dragster croisé avec une locomotive. Donc au moteur, c'est un V8 7 litres. On développe 698 chevaux. Et au roue arrière, il en arrive encore 595. La voiture pèse 1700 kg. Et cette Charger est équipée d'une boîte de vitesse normale, 4 vitesses. Et là, pour le Mans, on a monté un pont long, qui est en fait le même pont qu'ils utilisent à Daytona ou Talladega, ce qui lui permet théoriquement de dépasser les 300 à l'heure. Mais je pense que pour le Mans Classique, on va se limiter à 2,70. Ramener cette voiture ici n'a pas été une mince affaire. C'est sans doute pour cela que l'émotion fait aussi partie de l'aventure. On va donc avoir le privilège de courir le vrai circuit des 24 heures
avec une voiture réellement historique qui a un pédigré incroyable. Et on va surtout se faire plaisir et essayer de donner un maximum de plaisir à tous les fans qui seront là. Vous l'avez compris, les clubs de toutes marques répondent présents tous les 2 ans à l'appel de Patrick Peter. Avec plus de 5000 voitures, ils sont la preuve de l'intérêt que porte un nombre croissant d'amateurs à l'automobile ancienne. Je crois que la nature de cette rencontre, cet événement, le met en dehors des sentiers classiques, des phénomènes classiques. C'est pas simplement un week-end de course, c'est un week-end de rencontre et l'organisation générale dans la mesure où c'est fait par plateau. Donc on voit un peu ce qu'il y avait dans le temps. On voit le brassage des voitures de faible cylindrée, de forte cylindrée. Tous les noms sont là, les noms français, allemands, anglais, italiens. C'est incomparable. Les courses sont disputées par plateau. On va attaquer par le numéro 1. Les voitures de 1923-1939 avec en ouverture un spectacle grandiose. Toute la solennité d'un départ triplement est bien sûr ici respectée, même si cette procédure ne vaut que pour faire revivre le mythe et offrir de superbes images. De manière concrète en effet, et une fois le départ triplement effectué, les concurrents se regroupent et se replacent dans l'ordre prévu avant de faire un vrai départ lancé cette fois au passage suivant sur la ligne. Les voitures de ce plateau disputent 3 courses dans le week-end, dont une de nuit. En attendant, sa bataille ferme sur la piste et les concurrents qui sont venus n'amusent pas le terrain. Chaque course donne l'occasion de relais qui doivent permettre aux 3 pilotes inscrits de participer à chacune des manches. Pour le reste, le spectacle est partout, au grand plaisir des dizaines de milliers de spectateurs réunis. La nuit du Mans classique ressemble à s'y méprendre aux nuits des 24 heures du Mans. Au final, les 3 manches sont dominées par les 2 Talbot de Richard Pilkington et de l'équipage Diffey, Stevens, Burnett. Pour les 3 filles de la Bugatti 37, les choses ne vont pas toujours comme elles le veulent. Ici, c'est un premier tête-à-queue, mais décidément, cette 3e manche, avec une piste un peu glissante à Mulsanne, n'a pas tenu toutes ses promesses. Les filles n'ont pas été les seules à y aller de leur petite figure. Rassurez-vous, elles vont signer une très honorable 50e place au général sur, il faut le dire, 76 équipages inscrits. Ce sont aussi des concours. À cet égard, un jury de spécialistes a été réuni, parmi lesquels vous reconnaîtrez Bernard Consten ou José Rosinski.
depuis le début, le banc classique prévoit justement deux concours en fait, l'un qui est réservé au club et l'autre qui est réservé aux voitures qui ont participé effectivement aux 24 heures du Mans, des modèles historiques donc. Et donc ce sont deux concours totalement différents qu'on esprit. Et nous on est là pour juger à la fois la diversité, la quantité de voitures présentes et puis la mise en valeur du patrimoine du club en quelque sorte. Donc ce sont des jugements qui sont très qualitatifs, très subjectifs. Il y a davantage de clubs cette année, il y a davantage de voitures présentes, donc il y a une montée en puissance régulière. C'est normal, et donc chaque club est bien conscient de l'importance qu'il y a à monter un peu la barre à chaque fois. Et c'est à nous d'apprécier cette évolution, bien sûr. Où près de 50 commerçants offrent une large palette de produits de tout style. Un incontestable succès. On passe maintenant au plateau 2, les voitures de 1949 à 1956. Là aussi, le départ est donné sur le type Le Mans. Décidément, on ne s'en lasse pas. Voici les meilleures images d'un plateau en folie dans lequel la Maserati 300S numéro 47 de Nicolas et Henri Chambon s'impose. La qualité des phares s'était déjà grandement améliorée. Ce sont les Jaguars Type C qui s'imposent, celle de Wenman et Bronson devant celle de Nigel Webb. Les constructeurs présents organisent des essais de nouveautés. C'est le cas de BMW avec son Z4 coupé. Réaction à venir d'un spécialiste. J'ai vraiment pris un plaisir, la boîte est bien, les rapports passent bien. Là on prenait 2,40, on arrivait
3. Même disposition, même spectacle, mais cette fois on hausse le ton. Les voitures datent de 1957 à 1961. Michel Toulouse et Jean-Jacques Gravier. Quelques plaies et bosses pour cette voiture, mais en tout un plateau extraordinaire. Lotus, Porsche, Jaguar, Ferrari, Aston Martin, tous se sont livrés à de vrais duels, tant bien sûr que la mécanique tient bon. Costin de Carlos Monteverde et Gary Pearson qui s'impose. Jaguar, le bonheur. C'est justement lui qui va s'imposer dans cette manche, rien d'étonnant. Beaucoup d'entre eux ont choisi de s'installer au camping. Petit tour en curieux et rencontre inattendue. I don't drive this. Where's the next bus? Can you give me a push, please? Plateau 4. Nous sommes au cœur des années 60. Afin de mieux percevoir les différences de vitesse au sein d'un même plateau, nous nous retrouvons à bord de la Triumph TR4 de Paul Hogan.
d'entre elles, celle de Raymond Belme, la numéro 55, qui s'impose lors des 3 manches. Les courses ne cessent de se succéder. Pour les commissaires de piste, rien de très différent de ce qui se passe chaque année lors des 24 heures. Alors dans ce PC, c'est la direction de course où en fait nous gérons toute la partie sportive et tous les problèmes qui peuvent se poser sur la piste. Donc nous sommes en lien avec les commissaires de circuit qui sont 850 pour le Mans classique. Et puis donc nous avons les relations par téléphone, par radio, ce qui nous permet d'intervenir sur tous les problèmes de sécurité, faire sortir des voitures, tous les problèmes liés en cas d'accident, tout ce genre de choses. Et puis donc nous avons un dispositif médical qui est exactement similaire à celui des 24 heures du Mans. Il n'y a aucune relâche puisque en fait, contrairement aux 24 heures du Mans où nous avons 50 voitures qui tournent pendant 24 heures, ici nous avons 496 voitures qui prennent 18 départs, donc ça veut dire 18 arrivées. Il y a un gros travail à faire pour l'après-grille. À chaque fois nous avons 65 voitures à préparer et c'est un très très gros travail. Dernière manche du plateau 4. C'est toujours le Britannique Belme qui mène le bal. Nous sommes en compagnie de Pascal Godard et Éric de Doncker à bord d'une AC Cobra. C'est un plateau où il y a de l'action. La puissance des moteurs peut être trompeuse. Les vitesses atteintes sont déjà très importantes. Morceau choisi. Dans la dernière Pescarolo Sport, deuxième des dernières 24 heures du Mans. Mais on trouve aussi une Talbolago ex-Fangio ou une Ferrari Daytona ayant couru Le Mans en 1975. Résumé de la vente en quelques coups de marteau.
C'est toujours bien d'être ici au Mans Classique. Nous avons atteint quelques prix très intéressants aujourd'hui, comme la Talbot Lago de Fangio qui a atteint un bon niveau, près d'1 million d'euros. C'est un excellent résultat. Mais même des voitures moins importantes comme la 2000 GT, 450 000 euros, là encore c'est un très bon résultat qui montre que la valeur de ces voitures ne cesse de monter. Pour le plateau 5, le départ est donné lancé, réglementation oblige. De l'époque actuelle, puisqu'il s'agit ici de voitures ayant couru entre 1966 et 1971. C'est une compétition moderne, les moteurs sont poussés à bloc, tout comme les freins, c'est chaud, très chaud même. Nous sommes à bord d'une Lola T70, voiture emblématique de cette période. Se termine pour la plupart bien. La première manche se déroule à la nuit tombante, la deuxième au petit jour. Nicolas Minassian gagne la première, la deuxième revient à l'équipage Luco Guinan. Jean-Marc Luco et Gilles Guinan s'imposent également dans la troisième manche. Mais nous ne regrettons pas d'avoir équipé d'une caméra embarquée la Lola T212 de Patrick Escande et Jean-Michel Guermont-Pré, auteur d'une course décoiffante. C'est l'heure d'une coupe de champagne au club Ford. C'est qu'ici, on célèbre le 40e anniversaire de la victoire d'une Ford GT40 au Mans. Pour l'occasion, tous, voitures, pilotes et techniciens, ont fait le déplacement. Well, the GT40 was a development done by Ford Advanced Vehicles in England. La GT40 fut créée par le département projet avancé de Ford, basé en Angleterre, dans le but de gagner Le Mans. Cette affaire fut enclenchée à la suite de la tentative de rachat de Ferrari par Ford. En fait, il y eut une course pour savoir qui des deux allait manager la compétition. Ferrari a recherché des investisseurs pour racheter la marque de voitures de sport, mais il voulait garder la main sur le service course. Ford décida de ne pas acheter Ferrari et de se venger en remportant Le Mans.
C'est difficile, vous savez, quand vous rencontrez du brouillard au milieu de la nuit, ou quand vous approchez de la fin et que la voiture s'arrête, ou qu'elle est cassée parfois durement. En plus, c'est vrai, c'est dangereux. Heureusement, les voitures sont plus sécurisantes aujourd'hui. Of course, it's dangerous. I mean, then it was very dangerous. Cars are much safer now than they were. In 1966, Ford entered 3 teams. Shelby American, which was owned at that En 1966, Ford équipa 3 teams. L'un, Shelby, était un team américain qui appartenait à Ford, et les 2 autres étaient des teams indépendants, l'un américain et l'autre britannique. Chacun de ces teams reçut des instructions spécifiques sur la façon de mener la course, sauf le team Shelby. Les teams indépendants devaient se porter devant les Ferrari et ne se faire dépasser que par la GT de l'écurie Shelby, car il fallait prouver qu'une Shelby ne pouvait être dépassée par une Ferrari. On était là pour gagner la course et c'est tout. To win the race as a backup. Ford number 1. In second place was Ferrari number 27. In third place, Ford number 3. In fourth place, Ferrari number 20. In fifth place, Ford number 2. In sixth position, Ferrari number 21. There was rivalry. Il y avait de la compétition partout, même dans les stands, et Ford cachait sa stratégie. Je pense qu'il est bon qu'il y ait de la compétition. C'est une bonne chose. A little competition is a healthy thing. On passait devant les stands très vite parce qu'il n'y avait aucune chicane depuis Maison Blanche, aucun virage, rien. Et le virage du Dunlop était très difficile à prendre à pleine vitesse. Ça passait à près de 300 km/h. Ce virage a tué l'un des nôtres, Walt Hanson. Il s'est tué là. Il était alors en essai sur un bris de suspension. Il a percuté le mur. Plateau 6 démarre à la nuit. Les 2 autres manches de cette série se courront le dimanche matin. Ça va vite, très vite même. Nous allons vous montrer la mésaventure qui est arrivée à la Lola de Yvan Mahé. Heureusement, plus de peur que de mal. Dans cette deuxième manche qu'il va remporter avec Alain Serpadji. Les 2 hommes n'ont rien pu faire contre la Porsche 935 de Jean Guittard et Sohail Ayari pendant la nuit, mais le matin leur sourit. L'Ozella de Louis Surstrassen part en vrille, mais rien à dire, ce plateau est vraiment chaud bouillant.
Poulain dans une hard car, la voiture peinte par Calder qu'il avait pilotée en 1975. Dans cette dernière manche, c'est encore l'équipage Guitare Ayari Porsche numéro 24 qui va l'emporter. Mais avec une honorable 23e place, le vainqueur c'est lui, Hervé Poulain, et il vient de réaliser un vieux rêve. Ça vaut une bonne vente à Drouot, hein. Ça vaut une vente de 5 heures à Drouot. 300 lots, 24 records du monde. Et le record du tour, c'est combien? Je sais pas. 3 kilos 2 kilos de perdu. C'était un petit peu un challenge de vouloir faire cette copie de hardcar et donner l'occasion à Hervé de recourir avec cette voiture. Donc pour nous c'était très important et grâce à l'équipe de Jean-Claude Bassot, la confiance de BMW Allemagne qui nous a laissé faire et ainsi que les héritiers Calder qui nous ont donné l'autorisation de faire cette copie. Le tout, eh bien, ça a fonctionné. On a eu des petits soucis au départ, mais la voiture ensuite a vraiment bien roulé. Vient alors le moment de remettre les prix dans les deux concours dont nous vous avons parlé tout à l'heure. Le jury des voitures historiques a bien du mal à se prononcer, mais il faut dire qu'il a devant lui une tranche d'histoire réellement impressionnante. Le Mans est une course unique au monde. Quand on le dit, c'est pas uniquement du fanatisme, c'est la réalité. C'est très difficile pour les mécaniques. C'est très difficile pour les suspensions. Mais ça a été très productif pour les voitures de tous les jours. Si vous avez des essuie-glaces qui fonctionnent, c'est en grande partie par le Mans. Si vous avez des phares qui éclairent, c'est en grande partie pour le Mans. Si vous avez des batteries qui fonctionnent, c'est en partie pour le Mans. Car on n'avait pas le droit de changer toutes ces pièces pendant la course. Difficile de se prononcer, mais sachez tout de même que c'est la Ford GT40 victorieuse en 66 qui l'a emportée, voiture historique s'il en est, et qui en plus célébrait ici ses 40 années d'existence. Côté club, c'est le club Corvette qui a été primé pour son dynamisme et l'implication de ses membres. On est super contents, les gens ne savaient pas, ont des corvettes mais ne savent pas qu'un club existe ou pas forcément. Donc c'est aussi l'occasion que des gens viennent nous voir et faire des inscriptions parce qu'ils ont des corvettes et puis qu'ils ont des problèmes avec leurs corvettes. C'est les aider pour trouver des pièces et puis faire grossir le club aussi, quoi. Enfin, on récompense le team vainqueur. C'est le numéro 55 qui a réalisé le tir groupé le plus efficace dans toutes les catégories. Ce sont Richard Mille et François Fillon qui remettent les coupes aux 6 équipages du team vainqueur. Pour le reste, c'est sous la tente que les distinctions individuelles sont distribuées. Les podiums de chacun des plateaux se doublent d'un classement à l'indice de performance et de prix divers attribués par les marques automobiles présentes sur l'épreuve.
encore et toujours des récompenses, sachant que pour tous, la plus importante de toutes sera de pouvoir revenir ici en 2008 pour disputer la 4e édition du Mans Classique.